Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller. Alors ce soir, c'est une soirée un peu spéciale où j'ai la joie de recevoir Émilie Frèche pour faire un parcours d'auteur. Avant qu'on prenne la parole ensemble toutes les deux, Émilie, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions, te poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser. Et Frédéric de Guelt viendra te les poser à la fin de notre entretien. Bonsoir Émilie, comment vas-tu? Très bien. Merci Nathalie de m'accueillir dans cet endroit où elle est tellement précieux en ce moment. Bravo pour votre initiative et merci vraiment de me faire l'honneur de me consacrer un parcours d'auteur. Non, moi, je suis contente que tu as toute ta place dans cet endroit où elle est, où on va essayer de balayer le plus large possible ton parcours. Mais avant de commencer dans la littérature, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui t'ont jamais lu, j'ai envie de leur dire qu'ils ont de la chance parce qu'ils vont découvrir un auteur fabuleux. On va revenir à tous tes débuts. Je crois que tu as une formation de juriste, si je ne me trompe pas, et que ton Exactement. premier... Voilà, c'est ça, hein? Ouais, je fais Et du droit. et que ton premier roman, tu l'as écrit à New York. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je ne me trompe pas? Oui, non, tu ne te trompes pas du tout. J'étais étudiante en droit. J'avais tenté le concours de Sciences Po que j'avais raté à cause de l'anglais. Et un peu en colère, je m'étais dit, je m'inscris en candidat libre en maîtrise de droit public et je pars aux États-Unis. Et j'avais trouvé un job au service culturel de l'ambassade de France. Et j'ai écrit mon premier roman là-bas. Et c'est en rentrant que je l'ai envoyé par la poste à plusieurs éditeurs. Et j'ai eu 2 réponses positives. Et j'ai Alors, publié mon premier livre chez Ramsay. et ça s'appelait L'évidence, c'est ça, hein? Exactement. L'évidence, hein, pas l'évidence Ouais, en un seul mot. ouais. Alors, quel a été le déclic pour écrire? Qu'est-ce qui s'est passé à New York? Je me souviens que je peignais aussi pas mal. Je crois que j'avais un grand besoin de m'exprimer sur le plan artistique, mais j'ai pas le souvenir précis de l'écriture. Mais ce qui est toujours assez drôle, c'est que quand je retrouve des amis d'enfance, ils me disent, mais à 14 ans, t'écrivais dans les cafés, t'étais avec nous, t'avais tout le temps un cahier, un crayon. Et c'est marrant, j'ai comme une espèce d'amnésie de ça. Je sais pas trop. Je sais que j'avais un besoin très fort, en tout cas, de m'exprimer artistiquement, ça c'est sûr. Mais c'était pas forcément par l'écriture. Et ce qui est étonnant, c'est que 20 ans plus tard, d'autres médiums me rattrapent. On en parlera peut-être tout à l'heure, le dessin, le cinéma. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que tu es une artiste complète, presque. Bon, on va occulter le chant, puisque je crois que c'est pas ton truc, mais finalement, tu es une artiste, on va dire. Ouais. On va dire ça. On va dire ça. Alors, moi, j'ai compté 12 romans. J'ai écarté la jeunesse parce que c'est à part, mais on en parlera aussi, parce que tu as écrit pour la jeunesse et pour les Ouais. ados, donc des livres très importants. 12 romans, c'est ça, je ne me trompe pas non plus? Peut-être 12 livres Et 12, et ouais, peut-être parce qu'il y a 7 ou des 8 essais. romans, tu as Ouais, raison. il y a Ouais. des essais, voilà. Parce qu'il Parce y que a des essais. il y a un premier, Le sourire de l'ange. Est-ce que c'est ton premier livre engagé? Parce que Émilie Frèche est un auteur engagé. C'est l'auteur le plus engagé que je connaisse. Et quand elle y va à fond. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que ce livre qui est paru en 2004, Le sourire de l'ange, qui est disponible chez Point, puisqu'il y en a, il est en poche, Ouais, qui est sorti chez Ramsay aussi, je crois, exactement. est-ce que c'est ton premier engagement en tant qu'écrivain? Écrivaine, je vais féminiser. Oui, je crois que l'évidence, mon premier roman, c'était une déclaration d'intention. C'était sur un homme qui quitte sa femme et qui quitte son milieu installé pour pouvoir devenir sculpteur. Et je crois que c'était vraiment une déclaration d'intention. C'est ma manière à moi de dire, voilà, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de créer. Euh, Quelque part, le deuxième, Une femme normale, c'est un portrait polyphonique autour d'une femme. C'était un livre sur le point de vue. Euh, et je l'aime assez parce qu'il intègre aussi de la photo, du dessin. Euh, Quelque part, c'était un livre aussi engagé, mais doux, sur les multiples facettes d'une femme, en fait. Sur l'idée qu'une femme a beaucoup d'identité. Mais sur un ton très léger. Et c'est vrai que Le sourire de l'ange marque le début dans mon écriture du traitement de la violence, du traitement des questions identitaires, de l'intégration, des quartiers, enfin de tous les sujets qui ensuite m'ont attrapée, si je puis dire. Oui, parce que si on regarde bien les thématiques dans ton travail, il y a la quête d'identité, la judéité, il y a la violence verbale, les relations de couple, les familles familiales qui sont souvent en conflit. C'est ça un peu le fil rouge des C'est beaucoup thématiques? sur Pas la... que, hein. Oui, ouais. Ouais, je crois que c'est beaucoup sur la violence.
C'est beaucoup sur la violence. Le sourire de l'ange marque ce début, mais aussi parce que j'avais fait une résidence d'écrivain en quartier. J'avais fait des lectures en prison à Mulhouse et on m'avait proposé une résidence d'écrivain en quartier. Donc j'y suis allée et le sourire de l'ange raconte une difficile histoire d'amour entre un jeune juif et une jeune musulmane au lendemain de la seconde intifada. Et c'est clairement, oui, un livre sur la violence, puisque le sourire de l'ange est une torture héritée du sourire kabyle qui vise à inciser les commissures des lèvres et à mettre du citron sur les joues de la victime. Mais en y réfléchissant bien avec le temps, je crois que cette violence que je traite dans beaucoup de mes livres, elle fait partie intégrante de mon histoire et de mon histoire sans doute familiale. Et de manière inconsciente, j'y suis rattachée farouchement par l'écriture, en fait. Là. Alors après, en 2005, ouais, pardon, excuse-moi. Non, mais voilà, j'ai un père qui vient d'Algérie, qui a perdu son père d'une balle perdue avant la guerre d'Algérie, qui donc a été exilé. J'ai une mère qui vient d'Europe centrale avec des déportations. Enfin, donc je pense que cette filiation-là fait que je suis naturellement attirée par des sujets qui marquent l'arrachement, la rupture, la difficulté à vivre ensemble, enfin toutes ces choses quoi, qui me parlent. Oui, mais tu l'écris bien. Donc, quelque part, ça te va bien aussi. C'est pas là par hasard. Alors, en 2005, il y a un livre que moi, j'ai adoré. Alors, c'est pas le premier que j'ai lu de toi, mais c'est celui-ci, le film de Jackie Cloutier. Alors, déjà, la couverture, je la trouve extra. C'était très bien choisi. Oui, il est mais vraiment très drôle. Et ça, c'est une autre palette de ton écriture. Parce que tu n'es pas que sérieuse. Dans tous tes livres, il y a quand même, pas dans tous, mais il y a quand même souvent des respirations qui sont faites par l'humour. Ouais. Mais d'où ça vient ça? Parce que c'est vraiment extraordinaire ce livre. C'est vraiment. Alors, je te laisse le résumer vite fait pour les gens qui voudraient le découvrir. C'est l'histoire d'une femme qui n'en peut plus d'avoir un mari qui dit qu'il est réalisateur depuis 20 ans et qui n'a plus réalisé de film depuis 20 ans. C'est un Jackie Cookie, une espèce de Woody Allen à la française, qui est incapable de traverser le périphérique et qui adore son statut de cinéaste, mais qui ne fait plus de films depuis 20 ans. Et elle en a ras-le-bol. Et elle se sert un peu de la montée de l'antisémitisme au début des années 2000 pour dire la France est un pays invivable. On ne peut plus, comme si elle était habitée par la peur, et elle décide de quitter la France pour aller rejoindre sa meilleure amie qui a épousé un Américain dans une petite ville au fin fond du Texas qui s'appelle Palestine. Et donc, c'est l'histoire de Jackie Cookie qui ne parle pas un mot d'anglais, qui déteste la campagne, qui fume 2 paquets de clopes par jour et qui va traverser l'Atlantique pour aller essayer de récupérer sa femme et ses enfants. Voilà. Mais ça, c'est très. Je crois que c'est le plus drôle, non Ah non, il y a Chouquette aussi qui est pas mal dans son genre. Ouais, je pense que c'est parce que c'est moins acide. Donc, je pense que c'est plus drôle, c'est moins acide. Mais c'est aussi sur le racisme, l'injustice, voilà, parce qu'il va être confronté à une histoire d'injustice et de racisme là-bas. Donc, il va sauver un type en faisant un film amateur, un film de mariage, qui est pour lui le cauchemar absolu, parce qu'il rêve de faire du cinéma. Et il en a fait. Il a fait un premier film avec Dutronc et Michel Blanc. Voilà, c'est une comédie sur le racisme. Et... Déjà le cinéma qui arrive quelque part, hein, tout doucement là dans. Ouais, il arrive même plus tôt en fait. Il arrive avec Une femme normale que j'ai adaptée et qui ne s'est jamais fait en fait. Voilà, ça a pris beaucoup de temps. Alors justement, quand tu écris, tu penses à l'adaptation ou pas du tout? Non, pas du tout, jamais. Jamais, hein? Non, jamais. Vraiment. Et puis alors, vraiment, les sujets de mes romans. Pour moi, écrire un roman, il faut que ce soit absolument nécessaire. Et je dis pas qu'un film ne l'est pas, mais un film, il faut une histoire. C'est jamais une histoire qui s'impose à moi quand j'écris un roman. C'est en général un sujet. Et et j'écris souvent pour me sauver de quelque chose qui m'empêche, ou pour comprendre quelque chose, ou pour le mettre à distance.
Mais même le film de Jackie Cuquier est le premier, enfin, est un roman réalité en fait. J'ai mis Jackie Cuquier qui existe, qui est le père de mes enfants, dans une fiction. Donc ça aussi, c'est une autre facette de mon travail où j'aime beaucoup jouer de cette frontière entre la réalité et la fiction, parce que l'écriture romanesque ne m'intéresse finalement, elle ne m'intéresse que si elle me met en danger. Elle ne m'intéresse que si je joue quelque chose, je risque quelque chose. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est comment je transforme la réalité, mais comment la fiction me transforme à son tour. Et comment elle rebondit sur l'existence. C'est ce jeu permanent entre la fiction et la réalité qui m'intéresse avec le roman. Et parfois, on y viendra sans doute, et parfois c'est compliqué, et parfois c'est difficile, mais c'est mon espace absolu de liberté. Donc, voilà, ça c'est très différent du cinéma. Voilà. Et est-ce qu'il y a des livres que tu avais commencé à écrire que tu as arrêté parce que c'était trop compliqué, trop difficile, ou c'est pas du tout ton style d'arrêter un écrit? Ben, en ce moment, c'est compliqué. Oui. Non, mais... oui, ça j'imagine. La création en ce moment est compliquée pour tout le monde. Non, mais en ce moment, je suis sur un roman, ça fait 2 ans, mais en fait, un roman n'est jamais gagné d'avance. Moi, à chaque roman, je me dis, je n'y arriverai plus jamais, quoi. Plus jamais. Et c'est marrant parce que j'étais à la gare tout à l'heure et j'étais dans un relais. J'ai commencé le livre de Leila Slimani sur une nuit au musée. J'ai trouvé ça très beau le début. D'ailleurs, j'ai acheté le livre. Et puis, elle dit, mais je n'y arriverai jamais, j'arriverai plus à écrire. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on partage tous, nous, les écrivains, de douter, en fait, de se dire que c'est jamais gagné d'avance et que c'est une montagne. On est au pied d'une montagne et on se dit, mais c'est tellement difficile. Mais je pense qu'un roman, de toute façon, pour moi, l'écriture de roman, c'est lié à l'obsession. Donc, parce qu'il faut être fou, franchement, pour se lever tous les matins. Personne n'attend un livre. Enfin, je veux dire, même pas votre éditeur. Enfin, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a aucune raison, voilà, de se lever le matin et de s'enfermer et de s'isoler et de renoncer à beaucoup de choses, à beaucoup de plaisirs. Voilà, donc il faut vraiment être obsédé par son sujet. Et je pense que si on le lâche, c'est que c'est pas une obsession suffisante en tout cas. Et c'est quoi l'essence du moteur? Beaucoup la colère. Alors justement, tu me donnes une transition. En 2006 arrive un essai, La mort d'un pote, sur Ilan Halimi. Ça, c'est très important, un gros engagement de ta part. Suivront après, alors j'accélère, mais on reviendra dessus. Après, il y a 24 heures La vérité. 24 jours. 24 jours, pardon. Ouais. Voilà, avec la mère d'Ilan Halimi. Donc ça, ce sont 2 livres très importants. Tu as créé le prix Ilan Halimi. J'aimerais bien qu'on t'entende là-dessus parce que c'est très important et je tiens vraiment à ouvrir cette parenthèse parce que c'est très, très, très important. Est-ce que tu peux dire... Bien sûr. Alors déjà, ce sont deux livres complètement différents. Oui, La mort d'un pote, c'est vraiment un tout petit essai. Ouais. Alors, je raconte comment et après, je développerai sur La mort d'un pote. Tout part du Sourire de l'ange, en fait, qui raconte cette difficile histoire d'amour entre un jeune juif et une jeune musulmane. On est dans un quartier, on est au lendemain de la seconde intifada. La montée du communautarisme à ce moment-là est très forte, la montée de l'antisémitisme aussi. Et donc, j'écris ce livre qui se finit très mal pour ce jeune juif qui finit avec le Sourire de l'ange. Et donc, on est en 2004, et quand arrive l'affaire Ilan Halimi, j'ai un sentiment vraiment que la réalité a dépassé la fiction et un sentiment aussi d'inutilité, enfin de me dire j'ai écrit ce livre, j'avais envie de tirer une sonnette d'alarme et j'ai pas été entendue et enfin voilà, et les choses sont arrivées et c'est la première fois qu'un juif en France meurt parce que juif, tué par un autre Français. Il y a eu des attentats à Copernic, etc., mais tué par un autre Français, c'est pas arrivé depuis 1945. Je pense que je n'aurais pas écrit sur l'affaire Ilan Halimi si son agresseur avait été un type d'extrême droite, isolé, seul, et que le crime avait duré
sur un temps très court. Ce qui m'a fait réagir, en fait, c'est la photographie du gang des barbares. J'ai vu cette photo et je me suis dit, c'est le double inversé de la génération SOS, dont je fais partie. Moi, j'ai grandi dans une France où la religion n'était pas un sujet, où il y avait du racisme, il y en a toujours eu, il y avait de l'antisémitisme, mais il était résiduel. Et surtout, il y avait une union sacrée des minorités contre un FN qui était notre ennemi à tous. On connaissait l'ennemi. Tout d'un coup, je vois ces mômes, je me dis, c'est la mixité qui fait la richesse de la France. C'est ce qu'on a loué pour la Coupe du Monde en 98. Et tout d'un coup, il y a une alliance des minorités qui se retourne contre un juif, qui le désigne comme riche parce que juif. Donc même si c'est des antisémites qui s'ignorent parce qu'ils n'ont même pas la culture de savoir que juif égale argent est un poncif antisémite, nous le savons, et donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et ne pas le dénoncer. Et donc je me dis là, l'affaire Ilan Halimi, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Ça dit quelque chose, il y a un basculement. Et donc j'écris très vite La mort d'un pote, qui est en 5 chapitres. Je dis que c'est un crime générationnel, qu'il y a une omerta, c'est aussi une omerta, que c'est un crime antisémite, que c'est un crime crapuleux. Parce que le drame de cette affaire, c'est aussi non seulement qu'il y a eu un crime antisémite, mais qu'il n'a pas été reconnu comme tel ou qu'il a mis beaucoup de temps à être reconnu comme tel. Ce qui n'a pas du tout été le cas, par exemple, à Carpentras. À Carpentras, il y avait 1 million de personnes dans la rue, le président de la République en tête. Moi, je me souviens en 2006 d'être allée place de la Bastille et d'avoir eu envie de pleurer, de m'être dit, mais il y a 3000 personnes et il n'y a que des juifs, en fait. Où sont les gens, quoi? Où sont les gens? Un gamin de 23 ans qui est enlevé, séquestré, torturé, sous prétexte que les juifs sont riches alors que sa mère était secrétaire dans une association et qu'elle gagnait 2000 euros par mois ou à peine, et qui finit laissé pour mort le long d'une voie de chemin de fer. Comment ça se fait qu'on n'est pas tous debout? Enfin, donc j'écris ce petit texte très vite. À l'occasion pour la promotion de ce livre, je suis invitée chez Ardisson à l'époque, qui a une émission, je ne sais pas, tout le monde en parle, où on n'est pas couché, enfin, une émission comme ça. Et la maman d'Ilan me voit et elle demande à me rencontrer. C'est une rencontre qui, évidemment, m'a beaucoup marquée, parce que c'est une femme qui est extrêmement solaire, qui est du côté de la vie et qui était dans le devoir de l'être et de le rester pour ses deux filles et ses petits-enfants. Et on noue une forme d'amitié. Et en 2009, elle me dit, écoute, j'ai très envie d'écrire cette histoire de mon point de vue, raconter ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux tenir la plume? Donc, je l'ai vraiment pris comme un honneur, mais aussi comme un devoir d'écrivain, mais aussi de citoyen. Et curieusement, j'ai fait un travail de romancière sur ce texte, pas un travail du tout de journaliste. Parce que je me disais, la question qui m'intéressait, c'était de me dire, OK, ce crime finalement n'a pas touché assez de monde, n'a pas touché la majorité comme ça aurait dû le faire, ou en tout cas, il n'y a pas eu une mobilisation en 2006. Hein. Je ne parle pas après, parce qu'on a peut-être perdu ce moment-là de 2006, mais on a gagné sa mémoire aujourd'hui, et notamment grâce au prix et grâce à toutes les manifestations qu'on a pu faire autour de sa mémoire. Et je me suis dit, ce qu'il y a d'universel, c'est la souffrance d'une mère. Et c'est pour ça que l'éditeur Denis Jean Barosseuil m'avait proposé de faire un livre d'entretien. Et j'ai dit non, moi je veux écrire à la première personne. Je veux me mettre dans la peau d'une maman. Voilà. De cette maman. Et c'est comme ça que j'ai eu accès au dossier d'instruction, j'ai tous les PV d'audition, etc. Et le livre est sorti en 2009, juste au moment du procès. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu y assister parce que c'était à huis clos. Mais j'étais là tous les jours aux sorties d'audience. Et ensuite, il y a eu le film. Voilà. C'est Alexandre Arcadi qui a réalisé. C'est avec Zabou Bretman dans le rôle de Ruth, Pascal Elbé dans le rôle du papa d'Ilan. Il y avait Jacques Gamblin, Sylvie Testu. Il y avait un très, très beau casting. Éric Caravaca.
Et, j'ai signé le scénario. Voilà. Mais je vous engage à lire le livre parce que c'est très fort et la plume d'Émilie est vraiment très intéressante et c'est vraiment un livre à lire. Voilà. Le film est bien parce que j'ai vu les deux, mais je trouve que ton livre, il est encore plus fort. Je trouve que les mots, la force des mots, les images ne remplacent pas la force des mots. Je crois aussi, ouais. Surtout sur une affaire, je suis d'accord. Ouais. Et alors en 2010, tu fondes les éditions du Moteur. Alors moi, j'ai trouvé une vieille archive. Alors, il se trouve que c'est le livre de Frédéric de Gelt, l'édition du Moteur. Génial, ouais. Ça existe encore les éditions du Moteur ou pas du tout? Ça existe encore, mais on n'a plus de publication parce que c'est très difficile d'être à la fois auteur et éditeur. Mais je creusais déjà mon sillon du cinéma, puisque les éditions du Moteur, l'idée, c'était de publier des textes potentiellement adaptables au cinéma. Et puis quelque part, c'était aussi mener une équipe, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec le film que je m'apprête à réaliser. Et je pense que j'aimais ça aussi, cette idée d'entreprise, de projet, et puis j'adorais l'idée de travailler avec d'autres auteurs. Donc j'avais proposé aux auteurs d'écrire des histoires courtes potentiellement adaptables pour le cinéma. Voilà. Je me suis beaucoup amusée à faire ça. Ouais, les textes sont très drôles. Hein. Ouais. Et c'est drôle, ouais. Il y a Chouquette aussi qui a été adaptée au cinéma. Alors ça, c'est très drôle aussi, hein. C'est l'histoire d'une... elle a quoi? Elle a 60 ans C'est l'histoire d'une femme qui ne veut pas... C'est l'histoire d'une femme qui ne veut pas vieillir. Voilà. Qui dit la vieillesse ne passera pas par moi. et on comprend très vite que si elle est un peu ridicule au début parce qu'elle est complètement axée sur son physique, on comprend très vite que c'est une femme en souffrance. Et en souffrance parce qu'elle est dans le déni. Elle refuse d'accepter que son mari l'a quittée depuis 3-4 ans. Donc, tout le monde le sait sauf elle. Et elle est dans sa sublime maison à Saint-Tropez et elle continue d'attendre ce mari qui ne viendra plus. Jamais, puisqu'il a refait sa vie avec une femme plus jeune. Et donc, on comprend très vite que c'est une femme qui est en manque d'amour. Et au cours de vacances qu'elle va passer avec son petit-fils, qu'elle ne veut pas du tout récupérer, parce que elle a l'impression que c'est le miroir de sa vieillesse, finalement, elle va rencontrer cet enfant et au gré de cette rencontre, elle va revivre, en fait. Elle va revivre. Voilà. Est-ce que c'est pas pour moi, c'est beaucoup aussi, je dénonce beaucoup aussi la violence qui est faite aux femmes sur les diktats de la jeunesse, de la perfection, de l'injustice aussi entre les hommes et les femmes qui font que... Mais je trouve que c'est en train de changer, je trouve ça super. Enfin... Est-ce que ce livre, c'est pas une lutte contre le temps aussi? Oui, bien sûr. C'est ça, hein, ça c'est intéressant aussi de te voir travailler là-dessus parce que ça change un peu de tes thématiques habituelles. Ouais. Alors, il y a un roman. Alors moi, c'est le roman que j'ai le plus attendu dans ma vie de libraire. Il n'est jamais arrivé encore. C'est Deux étrangers. J'ai envie de dire que c'est un peu un livre de la transition. Je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose avec ce livre. Alors ce livre, c'est le prix Orange 2013. C'est aussi le prix de la ville de Brive 2013. Et c'est aussi un livre très important. C'est un prix des lycéens de l'Île-de-France. C'est ça. Exactement. Hein, ouais. Alors là, pour le coup, j'ai ressorti ma petite fiche qui est restée très longtemps parce que je ne mettais pas souvent en avant des choses. Et alors, je vais te la lire parce que je trouve que j'avais bien résumé le truc. C'était un road trip sur la bande d'arrêt d'urgence, parce qu'on résumera après. Dans un rythme soutenu, Émilie Frêche nous embarque en R5 entre Paris et Marrakech dans la quête d'une identité et vers des retrouvailles impossibles. L'écriture est juste, incisive, délicate et parfois temporisée par un humour qui laisse un peu de répit au lecteur, tant l'intensité de ce voyage intérieur est puissant. Ouais, je me souviens combien j'avais été touchée, je me souviens à quel point tu avais défendu ce livre et combien c'était précieux pour moi d'avoir... C'était notre rencontre, en fait. C'était notre rencontre, ouais. C'est notre rencontre et ton enthousiasme m'avait énormément touchée, quoi, vraiment. C'est un livre compliqué pour moi. C'est un livre très douloureux. C'est un livre où j'ai passé mon temps à dire que que mon père n'allait pas le supporter. C'est beaucoup un livre sur le père,
et sur la violence des rapports père-fille et sur l'impossibilité à formuler l'amour, à être là, et c'est essayer de comprendre pourquoi. Et donc, c'est revenir sur un père qui a été exilé, déraciné, qui a été très tôt orphelin. Le livre se passe pendant le printemps arabe. Donc, à mesure que les populations arabes sont dans une tentative d'émancipation politique, la narratrice elle-même fait ce chemin d'émancipation. C'est évidemment, comme tu l'as dit, un voyage initiatique. C'est un voyage physiquement entre Paris et Marrakech, mais c'est surtout un voyage entre la petite fille qui a été cette femme et la femme qu'elle est en train de devenir. Et elle se rend compte combien les traumatismes de l'enfance, combien le rapport à son père la détermine en fait, la détermine. Et ça a été un livre, tout au long de l'écriture, je disais mais je ne peux pas écrire ce livre, je vais rompre avec mon père. C'est un livre qu'on écrit une fois qu'on a perdu ses parents, etc. J'ai été voir mon père, je lui ai donné le livre en lui disant, tu sais, voilà, je vais te le donner, voilà, tu vas peut-être le lire, ça va peut-être beaucoup te choquer, mais sache une chose, je me souviens très bien, on était au restaurant, et je lui dis, un écrivain n'écrit jamais, n'écrit pas contre, il écrit pour se sauver. Et mon père a très bien pris le livre, enfin, ou en tout cas, il a fait semblant de très bien le prendre. Peut-être parce qu'il en était le héros, et donc il était très flatté d'être le héros de ce livre. Et j'ai pris conscience après à quel point ça m'avait complètement bouleversée. Et c'est ça où je dis que la fiction ensuite, parce qu'évidemment ce livre n'est pas la réalité, ce livre est la réalité augmentée de mon imaginaire. Donc je n'étais pas en rupture depuis 7 ans avec mon père, je n'ai pas pris ma voiture pour aller à Marrakech parce que j'étais convoquée par lui, mais ce qui était vrai, c'était le sentiment. Ce qui est vrai, c'est le titre. Mon père et moi, nous étions 2 étrangers. J'avais besoin de creuser cela et de la distance nécessaire de l'écriture pour comprendre cela. Et donc, mon père n'a pas du tout eu la réaction escomptée. Et ça a bouleversé ma vie ensuite. Ça a bouleversé ma vie. Et ça a bouleversé ma vie parce que ensuite je me suis séparée du père de mes enfants. J'ai fait d'autres rencontres. J'ai écrit Un homme dangereux. Mais moi, l'écriture ne m'intéresse que si elle a ce pouvoir-là, en fait. Donc, au début, cela m'effrayait beaucoup. Et puis, aujourd'hui, pour moi, tout est mêlé. L'écriture et la vie sont indissociables. Et c'est pas grave qu'elles se répondent l'une l'autre plutôt. Et alors après, justement, il y a Un homme dangereux. Donc là, on aborde un sujet sur les pervers narcissiques un petit peu. Alors, c'est pas celui que j'ai préféré, hein. Ça, je sais. Mais alors, je tiens à le dire, hein, je lui avais dit, hein, on peut aimer un auteur, mais après, il y a des textes qu'on aime ou qu'on. Après, je ouais. l'aime quand même. Mais c'est vrai que quand on a eu 2 étrangers qui étaient très forts, qui m'avaient bien marqué, moi, j'ai embarqué hein, dans la R5, hein, je suis montée à l'arrière, hein, j'étais passager. Et qu'on arrive sur celui-là, on est dérouté parce qu'il y a un changement d'écriture, ce qui est très bien, hein, puisque tu as une palette qui est assez large dans ton écriture. Ça m'a complètement déroutée et j'ai eu du mal à rentrer justement dans cette histoire. C'est marrant parce que j'ai beaucoup de lectrices, lecteurs aussi, mais surtout des lectrices qui ont été, qui se sont reconnues, qui ont vécu cette histoire comme un miroir. Oui, c'est sur la violence verbale, c'est sur l'autodestruction aussi. Mais je parle beaucoup dans Un homme dangereux de ce rapport dangereux à l'écriture. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui, à la sortie d'un de ses livres, rencontre un critique, un journaliste, avec qui elle croit qu'elle va avoir une histoire, et c'est une histoire platonique, globalement parce qu'il a peur, à mon avis, d'être impuissant, et voilà, il y a cette impuissance, il a cette toute puissance créatrice, en tout cas, il dégage ça pour elle parce qu'il est un auteur installé, parce qu'il a du pouvoir, parce qu'il est juré dans des prix littéraires, etc. Et donc, c'est évidemment ce rapport de pouvoir qui l'a séduit. Et en fait, elle comprend au fil de l'écriture qu'elle n'a fait cette rencontre que parce qu'elle était à sec de sujets
après le livre sur son père et que du coup, il lui fallait un sujet, il lui fallait une proie en fait. Donc c'est une réflexion aussi beaucoup sur l'écriture, sur les dangers, sur les pouvoirs de l'écriture, sur la destruction, sur la perversité. Tu parlais de perversité tout à l'heure, mais je ne sais pas qui est plus perverse de cet homme dangereux ou de cette femme qui écrit en réalité. Faudrait peut-être que je le relise. En fait. Peut-être que elle est, ouais, mais elle est, ouais, pour moi, c'est une réflexion sur l'écriture. Ouais. Il est disponible en poche chez J'ai lu. De toute façon, on vous remettra Exactement. les références. Exactement. Avant de passer à ton dernier roman, il y a un roman pour ados ou même pour adultes que je conseille à tout le monde de lire, mais vraiment à tout le monde de lire, qui est sorti chez Hachette en 2016 et qui s'appelle Je vous sauverai tous. Ça, c'est un livre, mais tout le monde devrait le lire. Je pense que même au lycée, au collège, tout le monde devrait lire ce livre. C'est l'histoire de Laurence, c'est ça, sa fille. Elle s'appelle Laurence, c'est ça, hein, ouais, il me semble que c'est ça. Sa fille a disparu, elle a été embrigadée par Daesh et elle est partie en Syrie. Et c'est le journal de cette maman. C'est absolument... Il y a 3 journaux. Ouais. Il y a 3 journaux. Il y a le journal d'Eléa en 2016 peut-être, au moment où elle va bien. En fait, les journaux se répondent. Il y a le journal de Laurence 1 an plus tard. Donc, en fait, on commence le livre avec la voix d'Eléa, qui va très bien, qui est une gamine adolescente épanouie, qui fait de la musique, qui a un petit ami. Elle fête à l'époque, elle est en première ou en seconde. Tout va très bien. Elle est issue d'une culture mixte. Son père est algérien. Enfin, oui, est algérien. Sa mère est française. Et puis, on a le journal de Laurence, qui est totalement effondré. On est 1 an plus tard et sa fille, en fait, a été embrigadée. Et donc, c'est comment elle essaye de renouer le lien. Elle intègre un groupe de parole. Elle essaye de partir en Syrie. Elle essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et entre ces 2 journaux, il y a le journal du personnage qui peut-être moi me touche le plus, qui est le papa d'Eléa et qui, en fait, on comprend très vite que lui a quitté l'Algérie dans les années de plomb, enfin les années 90. Donc, il a fui les islamistes et il a choisi la France pour tout ce qu'elle représente de liberté, de poésie, de fantaisie, etc. Il n'a jamais rien raconté à sa fille et sa fille est rattrapée par ses origines à l'endroit le plus violent qui soit, qui est l'intégrisme. Et c'est une douleur insupportable, en fait, parce les islamistes lui ont déjà arraché une partie de sa famille en Algérie. Il a tout reconstruit en France. Et voilà que par le biais de Daesh, on lui repique sa fille, quoi. Et donc, lui sombre dans une espèce de folie. Et il nous écrit son journal depuis l'hôpital psychiatrique où il est interné. Et donc, c'est ces 3 voix, cette famille, comme ça, sur 1 an, 1 an et demi de vie, voilà. C'est assez exceptionnel et franchement, un livre tellement nécessaire. Je vous engage vraiment, on vous remettra la référence, mais vraiment lisez-le parce que Mais c'est fou parce que c'était destiné à une collection pour ados, mais effectivement, moi je pense que c'est aussi pour adultes. Et c'est celui de mes livres qui a été le plus traduit. Il a été traduit mais partout en fait. Ça ne m'étonne pas. Ouais, il a été beaucoup, beaucoup traduit. La performance littéraire, j'ai envie de dire, parce que les 3 voix, elles sont pas faciles à faire. Quand il y a qu'une seule personne qui fait les 3 voix, se mettre dans la tête d'une jeune fille de 17 ans, après, les parents sont peut-être plus proches de toi, mais c'est particulier, c'est pas facile. Et alors là, maintenant, on va passer au dernier. Alors moi, j'ai adoré celui-là, parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Là pour le coup, le couple, les enfants, la famille recomposée, la violence, il y a tout. Il y a des scènes il y a une scène avec un chien qui est absolument terrible aussi, hein. De mémoire, hein. Et un couteau. Ouais. De mémoire aussi. Le fameux couteau. Et donc, il vient de sortir chez Point, celui-là. Hein. Moi, je l'ai exactement. Il vient de sortir chez Point, voilà. Moi, je l'ai en grand format. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que c'est une nouvelle Émilie qu'on avait avec cette écriture-là? Est-ce que, bon, on a toujours la rage, la colère, il y a quand même tout ça un peu. Hein. Tout est concentré, mais je trouve que c'est très équilibré. Je ne sais pas comment dire autrement, mais je ne sais pas. Moi, je suis rentrée dedans, mais... Et quand j'ai eu fini, je dis, mince, c'est déjà fini.
Écoute, ça a été beaucoup le retour que j'ai eu des lecteurs. Ça a été, c'est une sortie compliquée, vivre Oui, ensemble, hein. oui. Ça a été très douloureux. Enfin, ça a été très douloureux. Moi, je suis très contente du livre que j'ai fait, dans le sens où j'ai écrit le livre que j'avais envie. Je trouve qu'il raconte l'époque. Euh, pour les gens qui ne l'ont pas lu, euh, ce sont des rescapés des attentats du 13 novembre. Ils viennent de se rencontrer. Donc, ils sont, enfin, des rescapés, ils sont des miraculés, parce qu'en fait, ils marchaient dans la rue, aux abords de la rue de la Fontaine-au-Roi, quand ça a explosé aux terrasses. Et donc, ils se vivent comme des miraculés. Ils passent cette nuit du 13 novembre enfermés chez eux. Ils arrivent à traverser Paris, à, à rejoindre l'appartement du personnage principal. Ils viennent de se rencontrer, ils ont chacun un fils, et dans une espèce de réponse à cette injonction politique de l'époque, au lendemain des attentats, surtout qui était vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble. Moi, après les attentats, j'avais l'impression d'entendre partout parler du vivre ensemble, de le voir écrit partout. Je descendais dans le métro pour le vivre ensemble, etc. Ça me rendait folle, en fait. Ça me rendait folle parce que c'était le vivre ensemble, comme quand on parle du bonheur, comme si le bonheur était un état de fait qu'on pouvait atteindre et qui ensuite ne bougeait plus. Le vivre ensemble, c'est une espèce d'état comme ça, voilà, on pouvait l'atteindre et puis se couler dedans et être tranquille. Non. Je me dis, mais quelle est l'invention? Qui a inventé? Qui a mis ce trait d'union entre ces deux mots? Qui nous a mis un article devant? C'est pas possible. Donc, mon premier acte Ah, littéraire, il n'y a pas voilà, de trait d'union, hein, c'est exactement. vivre ensemble. Ouais. Et je me suis dit, la littérature, enfin, les mots ont un sens. Le premier devoir de la littérature, c'est de rendre aux mots leur sens, vraiment. Et donc, déjà, le premier acte littéraire, il est dans le titre, de bazarder ce trait d'union, cet article devant, et de rendre à ces deux mots leur essence même. Et vivre ensemble, bah, c'est compliqué, quoi. C'est pas du tout. Je veux dire, on est dans une culture judéo-chrétienne. La première histoire de vivre ensemble, ils se tuent, quoi. Mm. Abel et Caïn. Mm. La première histoire de fraternité, c'est un fratricide. J'en parle d'ailleurs dans le livre, et donc je Ouais. tire partout cette thématique, c'est-à-dire d'Abel et Caïn en passant par nos deux petits personnages, nos deux enfants, parce qu'en fait, ce couple qui a réchappé aux attentats des terrasses, leur inconscient répondent à cette injonction collective de vivre ensemble, sauf qu'eux, ils le font vraiment. Ils décident de prendre un appartement et de s'installer ensemble. Et donc, ce livre, pour moi, c'est le partage du territoire. Comment on partage son territoire avec des gens qu'on n'a pas choisis. Et moi-même, je vivais ça à l'époque parce que je venais de rencontrer celui qui est devenu maintenant mon mari. Il a un fils et c'était extrêmement compliqué. C'était extrêmement compliqué. Je n'avais pas choisi cet enfant ne m'avait pas choisi. Sa mère était un cauchemar et j'avais l'impression d'avoir une bombe qui explosait dans mon salon une semaine sur deux. Bon, ce que vivent des millions de gens. Et je me suis dit, il y a quelque chose là, il y avait une résonance entre ce que je vivais et l'époque. Et donc, je suis partie de ça et de l'époque des attentats, etc. Et je m'en suis nourrie et le livre, c'est la pire version de nous-mêmes, quoi. L'écriture, c'est aussi le lieu où on se fait peur, c'est le lieu des fantasmes, c'est le lieu de la liberté absolue. Donc, je dis toujours d'ailleurs à nos enfants, je dis toujours, je mets tout le noir dans les livres, comme ça je garde la lumière pour nous. Et je pense même que c'est parce que j'ai eu la possibilité, la chance, et voilà, de pouvoir écrire ce livre que je suis restée avec mon mari et qu'aujourd'hui, nos enfants, tout va très bien. Je pense que ce livre nous a sauvés en réalité. Euh, mais la sortie a été très compliquée parce que la, la mère de mon beau-fils a voulu faire interdire le livre et qu'elle est journaliste et qu'elle avait plein de copains dans la presse et qu'ils ont décidé de dézinguer mon livre. Donc voilà, j'ai eu 4 pages dans le Nouvel Observateur. J'étais le titre, c'était Une femme dangereuse, et je me dis, avec le temps, c'est tellement misogyne, c'est tellement les femmes sont des sorcières, les écrivains sont des femmes dangereuses. Enfin,
Et ça a été très difficile parce que, évidemment, on ne s'attend pas à avoir des coups de poignard de la part de sa profession. C'est-à-dire qu'on a, enfin, moi, j'admire les journalistes, les critiques. Enfin, quand je dis je les admire, j'ai beaucoup de respect et je pense que des critiques vous font avancer, même, enfin, des critiques constructives. Mais là, j'ai vu des gens mauvais, j'ai vu des gens qui mélangeaient, enfin, qui mettaient de la morale pour juger de la littérature. Et ça, c'est pas possible, en fait. Même si on est dans une époque où je vois bien que c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que c'est là où Delphine de Vigan était très forte avec d'après une histoire vraie, c'est que tout le monde veut des romans qui se rattachent à la réalité. Et d'ailleurs, c'est un élément de promotion toujours. En quatrième de couve, c'est une histoire vraie, je l'ai vraiment vécue, c'est l'histoire de mon grand-père, c'est l'histoire de mon truc. Si la personne qui écrit est une victime, la victime est la figure de l'époque, par excellence. Moi, j'écris sur la violence. Euh, donc voilà, donc et là tout d'un coup c'est plus compliqué parce que ça se retourne en fait. Mais je ne m'attendais pas à ce que des gens immensément cultivés, intelligents, fins, pas tous, hein, j'ai eu des critiques, enfin non mais pas tous, enfin je veux dire j'ai eu des super critiques dans Le Point, dans Le Figaro. Mais ce qui est curieux, c'est que la ligne de démarcation, en fait, les tenants de la morale, je les ai trouvés dans des journaux de gauche et les tenants de la liberté dans des journaux de droite, enfin, dans une presse de droite. Et c'était très clair, en fait. Et c'était très étonnant de voir une presse de gauche, normalement, qui est voilà, sur la liberté de création, etc., ne pas pointer mon écriture ou ne pas pointer... Non, pointer le fait d'écrire sur un enfant. Mais c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est cette liberté-là. Je veux dire, l'enfant de l'autre, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que les enfants sont des enfants qu'ils sont des êtres formidables. On a le droit de ne pas aimer un enfant, on a le droit de le trouver compliqué, on a, enfin, c'est même pas une question de droit en fait, c'est une question de réalisme. Et pour moi, la littérature est le dernier endroit où on peut tout dire et où on peut se montrer tel qu'on est. J'avais été très frappée sur le dernier Houellebecq par les critiques, non pas sur son écriture, etc., mais sur le fait que son personnage, le livre était soi-disant horrible parce que le personnage était horrible. Je veux dire, si on ne voit pas, si on ne met pas à nu l'âme noire des gens dans les romans, mais où est-ce qu'on, enfin, je veux dire, la vie, c'est Instagram, donc partout, on est tous beaux, on est bronzés, on est bien foutus, on est gentils, on est merveilleux. Non, la littérature, le cinéma, la fiction doit rester cet endroit où les gens sont ce qu'ils sont, avec leur complexité, leur travers, leur névrose. Euh, Et moi, je ne veux pas qu'on m'enlève ce courage-là, parce que c'est aussi de l'ordre du courage, d'être capable de montrer pas la plus belle facette de sa personnalité. Parce que quand on se met en scène et qu'on dit qu'on a du mal à vivre avec un enfant, je veux dire, c'est dur en fait, c'est complètement antisocial. Et prendre ce risque-là, à part les écrivains et les cinéastes, je ne sais pas qui le prend. Les assassins. Exactement. Belle transition. Quelle serait ta définition d'un livre dangereux? Bah, moi, j'en ai écrit un livre qui te fait perdre l'équilibre. À toi, l'écrivain, donc. Oui, parce que pour les autres, oui, ou Parce qui que porte atteinte, dans ce que tu décris, à ta réputation. oui, mais dans ce que tu décris là, dans les livres dangereux que tu as écrits, il y a des fois où tu n'entraînais pas que toi. Oui. Tu entraînais les autres aussi. Comment on gère ça? Parce que c'est la vraie question, elle est tout le temps évoquée. Quand quelqu'un essaye de faire interdire un livre, quand un village se déclenche, je pense à cet écrivain qui s'était pris tout le village à dos, alors qu'en fait il aimait son village. Le déclenchement, c'est-à-dire quand tu disais tout à l'heure, je ne m'attendais pas, je veux dire que dans la démarche, dans la façon de faire et dans la vie d'un écrivain, de toute façon,
je ne sais plus lequel d'ailleurs, a dit être écrivain, ce n'est pas se retirer dans une tour d'ivoire, c'est entreposer des explosifs dans un endroit et allumer la mèche. Donc, c'est le lieu de l'honnêteté pour moi, tu vois, le roman. C'est vraiment, je te parle d'honnêteté des sentiments. Je ne parle pas des faits. Mais l'honnêteté n'est pas la vérité. Non, pas du tout. Pas du tout, mais le roman n'est pas le lieu de la vérité. Le roman est le lieu du vrai. C'est très, très différent. Donc, et pour atteindre le vrai, tu es obligé de contorsionner la vérité. Mais de toute façon, un écrivain et son entourage, c'est toujours compliqué. Soit il se reconnaît et c'est un problème, soit il n'est pas dans le livre et c'est aussi un problème parce qu'il aurait aimé y être. Enfin, ils se reconnaissent même quand ils ne sont pas dans le livre. Hein. Même quand ils ne sont pas dans le livre. Donc moi, j'ai très tôt évacué cette question. Pour moi, ce n'est pas une question, quoi. C'est-à-dire que, mais c'est jamais, j'écris jamais avec une volonté de blesser. Ça, non, jamais. Ouais. Ça, c'est non. Mais par exemple, dans Vivre ensemble, je ne pense pas du tout que j'ai blessé le fils de mon mari, Joseph. D'ailleurs, je veux dire, tout se passe très bien aujourd'hui. Mais le lecteur s'en fout d'ailleurs, c'est ça. Et le lecteur il lit un livre. Et puis moi, j'ai très tôt appris à mes enfants, par exemple, je veux dire, dans Vivre ensemble, le fils de la narratrice, à la fin, c'est pas le tien. Bah, il s'apprête à tuer l'enfant de l'autre. Donc, si mon enfant à moi ou un de mes fils considère que c'est lui, ça va vite être un problème. Moi, j'ai tout de suite expliqué à mes enfants qu'on pouvait écrire ce qu'on voulait. La fiction, c'est la fiction, quoi. Je veux dire, à partir du moment où je ne nomme pas les personnages, je ne leur donne pas leur nom, il y a cette liberté. Sinon, je veux dire... regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que quand t'es pas noir, écrire sur une noire, c'est compliqué. Tu dois toujours te mettre dans... tu vois, ce rapport à... Moi, je trouve ça très compliqué. Vous avez compris, alors, si votre mère vous dit qu'elle veut écrire, vous lui dites non, hein, parce que j'ai compris, c'est quand même compliqué hein, d'être l'enfant d'un écrivain. Alors, je vais quand même oui, ou alors tu t'en fous. Mais moi, par exemple, mes enfants, ils lisent pas mes livres. Enfin, je veux dire... si ça doit être un problème, que les gens qui soient autour de l'écrivain ne le lisent pas. C'est mieux, je crois. C'est mieux, en fait. Voilà. Alors, revenons aux questions. Il y a quelques années, lors d'une signature en librairie, Émilie avait avec elle un carnet dans lequel elle dessinait. Est-ce qu'elle a un projet de roman graphique, un mode d'expression qui permet de traiter des sujets forts et engagés, probablement comme elle les aime. Je vous signale au passage quand même qu'elle va rentrer en tournage et qu'après elle se tape 14 semaines de montage. Donc elle a quand même juste un peu d'image dans son truc, mais c'est pas de l'image écrite. Mais alors, je suis sûre que tu as ça. Ouais, j'ai un projet de BD auquel je tiens beaucoup, un roman graphique, une chronique sur le monde de l'édition. C'est le moment. Justement, je raconte les dédicaces, etc. Et voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore d'éditeur sur ce projet. Bon, là, il est un peu mis en stand-by. Si tu racontes que les dédicaces, tu auras sûrement un éditeur, mais voilà. Il suffit qu'ils ne vont pas vouloir aborder, à mon avis. Il y a un éditeur dans la salle. Mais oui, j'ai très envie de publier ce roman graphique. Le dessin mêlé à l'écriture m'intéresse beaucoup, et le cadre et le découpage surtout. Voilà. Alors, Habib voudrait savoir combien de temps peut durer une période de blocage pour vous lorsque vous avez terminé une partie de roman et que vous voudriez en commencer une autre. De blocage. Que le blocage, c'est plus dans le temps de l'écriture. On a parlé de blocage tout à l'heure, mais c'est peut-être pas entre deux parties d'ailleurs. Le blocage dans l'écriture, en fait, c'est jamais un blocage dans l'écriture, c'est-à-dire que je continue à écrire, mais je continue à jeter. J'ai souvent 2 documents sur mon ordinateur, un qui s'appelle Poubelle Roman et un qui s'appelle Roman. Et en général, à la fin, il y a beaucoup plus dans la poubelle que dans le roman. Et donc, ça peut s'apparenter à une forme de blocage. Moi, je pense surtout au petit hamster qui tourne dans sa roue et qui écrit des chapitres et qui les fout à la poubelle parce que vraiment, il trouve ça trop mauvais. Mais au bout du compte,
il en ressort quand même un texte de 200, 300, 400 pages publiable. Alors, je vais revenir aussi à une autre question, justement, le passage de l'écrit à l'écran. Ça s'est fait comment? C'était un vieux rêve, puisque tu as parlé tout à l'heure des éditions du Moteur qui te mettaient déjà dans cette direction-là. Alors, ça s'est fait avec le livre d'Ilan Halimi, parce que c'était un souhait de Ruth que je signe le scénario. Et donc, ça a été aussi une chance, voilà, que j'ai prise au tournant. Ensuite, il y a eu Le ciel attendra, dont j'ai co-signé le scénario avec Marie-Castille Mention-Char sur la radicalisation, sur 2 jeunes filles qui partent en Syrie, et dont ensuite j'ai fait le livre Je vous sauverai tous. Il y a eu cette proposition d'Yvan Attal sur Ils sont partout, une comédie à sketch sur l'antisémitisme. Il avait déjà tout son squelette et il m'a demandé d'écrire un des sketchs. Et je lui ai rendu un sketch qui s'appelait Ras-le-bol de la Shoah, qui était sur les concurrences des mémoires, où tout le monde voulait avoir sa stèle, son jour férié, etc. Donc les blonds, les gros, les blonds, les roux, les cul-de-jatte, enfin, c'était vraiment un sketch absurde. Et ça lui a beaucoup plu. Et donc ensuite, on est parti sur l'écriture ensemble de son scénario. Et j'avais très envie depuis longtemps de passer à la réalisation. Donc j'ai beaucoup tourné autour d'un sujet. Je voulais adapter 2 étrangers. Je n'ai pas trouvé le bon interlocuteur, le bon producteur. Et puis, il y a 2 ans, quand Vivre ensemble est sorti, je crois qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup blessée dans un papier de l'Obs. Il y a un journaliste, je ne sais plus son nom, mais qui avait écrit que j'avais mis des migrants dans Vivre ensemble, comme que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, et que c'était sur la demande de mon éditeur. Pour cacher le côté réalité, pour cacher l'autofiction, en fait, j'avais rajouté un peu de migrants. Je pense que ça m'a tellement blessée, tellement énervée, que ça a participé de ça aussi, je pense, que je me suis... en fait, au même moment, j'ai entendu parler de l'affaire des 7 de Briançon. Et en fait, c'est sur le délit de solidarité. C'est des gens qui se sont engagés. C'est sur l'injustice, en fait. C'est sur les migrants et sur l'injustice. Ceux qui vont être condamnés pour être engagés. En fait, ils ont sauvé des migrants en pleine montagne et au col de Montgenèvre. Et ils ont été incarcérés au Baumette. Et donc, je suis allée dans cette région. J'ai rencontré les gens qui ont fondé le refuge solidaire, qui depuis 2017 ont accueilli 11 000 personnes qui sont passées par les montagnes entre l'Italie et la France. J'ai écrit une 15aine de pages. Je l'ai proposé à une productrice formidable qui s'appelle Laetitia Galezzine chez Chapka. Et 2 ans après, on tourne. On tourne avec Benjamin Laverne de la Comédie Française qui a le rôle principal, Julia Piaton, Catherine Yegel, Hakim Djimili, Bruno Todeschini, et vraiment plein d'acteurs super, quoi. Donc, là, le repérage est fait et le tournage arrive, c'est ça? Alors, j'ai tourné 1 semaine en octobre. Le tournage était prévu pour le mois d'octobre. J'ai tourné 1 semaine. Malheureusement, on a eu un cluster. On était 22 cas à avoir le Covid sur 35. Donc, on a été obligé de s'arrêter. Et comme Benjamin Laverne était engagé à la Comédie Française, je ne pouvais pas reculer le tournage. Et après, j'avais des problèmes de météo aussi, puisqu'on tourne en montagne. Et du coup, on reprend là le 15 mars pour 5 semaines. 1 semaine de tournage à Paris et 4 semaines à Briançon. Voilà. Donc, je suis très, très, très contente de reprendre. Alors, on attend le film avec impatience. Et puis, comme ça, on te réinvitera pour que tu nous dises qu'est-ce que tu as découvert en faisant un autre métier, une autre façon de raconter une histoire. Je ne vais pas te demander tout de suite parce que je pense que ça va... on va te foutre la trouille sinon. Oui, c'est ça. Tu t'y attends sûrement. Il y a Nora qui voudrait savoir, est-ce que vous estimez, s'il vous plaît, qu'une œuvre littéraire se suffit à elle-même et n'a pas foncièrement besoin d'une adaptation filmique? Ah oui, bien sûr. C'est qui disait, je ne sais plus quel est l'écrivain, je ne sais pas si c'était pas Philippe Roth, ou je ne sais plus quel est le grand écrivain qui disait, en fait, ce qui est super, c'est que les droits soient rachetés et que le film ne se fasse jamais. Parce que
parce que une bonne adaptation est une trahison, forcément. Forcément. Donc, je pense que quand on cède les droits de son livre, oui, tant mieux. Je pense que quand on cède les droits de son livre, il faut accepter d'être trahi. Et si on n'est pas trahi, en général, c'est pas bon. Non, mais si on n'est pas trahi, ça dure 7h50 déjà, parce que normalement, on enlève beaucoup de trucs quand on adapte. Donc, mais voilà. Et puis après, les exemples des 2 œuvres réussites, c'est assez rare. Bon, je pense toujours à Lolita, parce que le livre est exceptionnel et le film aussi. Mais c'est pas toujours le cas. Ouais. Mais je crois qu'il faut dire et redire à chaque fois qu'il faut arrêter d'aller voir le livre que vous aimez. Il faut aller voir un film dont vous connaissez l'histoire. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Ouais, totalement d'accord. Vous n'allez pas critiquer la dernière version de La Belle au bois dormant parce que c'est une histoire que vous avez tellement vue et qui a été tellement adaptée que finalement vous êtes d'accord en général. Mais c'est ça l'idée. Et il faut voir le film avant de lire le livre. Oui, il faut vraiment les appréhender comme 2 œuvres à part entière et distinctes. Voilà. Alors, je n'ai plus de questions. Il y a eu des belles remarques sur merci sur les propos que tu as tenus sur le début, sur ton engagement, voilà, parce qu'être engagé, c'est quand on va au-delà des mots. Je crois que tu es un écrivain qui est aussi dans l'action et pas seulement dans les mots. Moi, je dis juste qu'on est ravis de t'avoir reçu. Et je laisse la conclusion à Nathalie, certainement le mot de la fin à toi, mais parce qu'elle va nous annoncer qui on reçoit demain. La conclusion, c'est que déjà, pour avoir un avis sur un livre, c'est de lire. Donc, je vous engage à lire ensemble et de ne pas lire tout ce qui a été écrit dessus. Ensuite, si vous avez la chance de ne pas avoir lu de votre vie Émilie Frèche, vous avez tous les livres qu'on a évoqués, lisez-la parce que c'est un auteur qui compte dans le paysage littéraire français. Vous pouvez commencer par n'importe lequel, mais surtout, vraiment lisez Je vous sauverai tous parce que ça c'est un livre très nécessaire. Lisez aussi La mort d'un pote parce que ça c'est très important et surtout mon gros coup de cœur c'est 2 étrangers mais ils sont tous bien en fait donc voilà. Avant de laisser la conclusion Émilie, demain on repart dans le cinéma. Nous recevons Isabelle Carré parce que son roman comment il s'appelle Du côté des Indiens pardon est sorti en livre audio chez Audiolib et donc on la reçoit demain pour en parler. Elle nous fera des petites lectures. Émilie, je te laisse le mot de la fin. Je te remercie d'avoir été là avec moi ce soir. C'était un plaisir de te recevoir, de te retrouver et vivement de te lire bientôt. On ne sait pas encore, mais vivement quand même. Merci Nathalie, merci Fred, merci à vous 2 de m'avoir accueilli dans cet espace si doux et bienveillant. Et voilà, maintenant c'était un plaisir de pouvoir évoquer voilà, tous mes livres et tout. Ça me donne confiance pour la suite. Donc, merci, ça me réconforte. Et vous embrassez Isabelle pour moi demain parce que je l'aime beaucoup. Et que j'ai pas lu son dernier, mais j'avais adoré son précédent. Donc, je vais me précipiter aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous et merci pour ce beau moment. À bientôt, Émilie. Bonne soirée.